J'aimerais vous poser des questions. Est-ce que vous êtes convaincu de la politique agricole congolaise? Absolument. Je suis convaincu parce que, vous voyez, lorsque le président de la République, Oui. directement, il a dit la revanche du sol au sous-sol. Oui. Ça veut dire que le pays, nous dépendons exclusivement des ressources minières. Oui. Et ce qui n'est pas bon. Il faudrait penser à la diversification. Ça s'est dit comme ça, les politiques ont des beaux discours. Qu'est-ce qui s'est fait concrètement? C'est quoi les budgets qu'on donne? Parce que ça demande beaucoup. C'est quoi le budget qu'on donne? Vous étiez gouverneur pendant 3 ans. Quelle politique avez-vous menée dans votre entité où vous étiez responsable de votre politique pour essayer de donner la valeur à ces sols? Se faire voir que c'était un technicien du sol qui était à la tête du pays. Nous avons donné des semences, des intrants, des tracteurs, tout ça. C'est bon. Oui. Mais nous avons négligé les 2 étapes primordiales. L'analyse du sol et la formation des agriculteurs. Okay. C'est exactement ce que nous ne faisons pas. Okay. Moi, je crois, si nous amenons cette composante-là, les choses vont essayer d'aller. Parce qu'il faudrait analyser les sols. Je ne crois pas que nous devons demander à tout le monde d'aller faire le champ. Et ça ne va même pas marcher. Mais essayez un peu de comprendre. Nous avons 100 millions d'habitants. Mais il n'y a que 3% consacrés à l'agriculture. C'est un problème. On doit essayer de faire quelque chose. C'est déjà un problème. Pour ces grands pays, 3,4% d'agriculture. Mais comment on va nourrir plus de 100 millions d'habitants? On est condamné à l'importation. Le projet Bukanga Lonzo a été un bon projet. Et pourquoi a-t-il échoué? Le projet Bukanga Lonzo en soi, parc agro-industriel, très bon projet. Mais après, là, j'ai le projet Bukanga Lonzo. Vous verrez que la dépense était trop élevée. Il ne faudrait pas que l'agriculture soit quelque chose comme des charités. Où on vient, on dépense plus, mais on récolte moins. Non, on ne fera rien. Il faudrait atteindre un niveau où... Donc la dépense était déjà... On en parle des montants... Des 180 millions de dollars. Alors, maintenant, même si on mettait 80 000 hectares de manioc et de maïs, multiplié, mais s'il faisait 5 tonnes par hectare, et vous multipliez, on n'allait jamais rembourser cet argent. Pour moi, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que vous y pensez? Vous êtes pour le changement ou pour la révision? Quelle est votre pensée par rapport à cela? Nous avons besoin d'une réforme constitutionnelle. Le chef de l'État l'a dit, il y a un moment, je crois que les gens n'avaient pas suivi. Ils pensaient qu'il fallait que ce soit le président qui puisse nommer les gouverneurs. Voilà. Mais il y a une commission. On parle déjà. Aujourd'hui, l'IDPS dit même que cette constitution ici, c'est une constitution des malédictions. Très bien. Madame, Monsieur, bienvenue. Nous sommes déjà en direct et vous nous suivez de partout. Nous aimons cela et quelle responsabilité vous êtes en train de déposer sur nos épaules. Le fait déjà de nous appeler, avant même que l'émission commence, vous avez vu bien évidemment les affiches sur toutes nos plateformes et nous vous en remercions. Vous savez que l'actualité qui domine l'actualité dominante reste la révision constitutionnelle, mais tout ça sont des réformes. Quand je parle de réformes, c'est-à-dire ce sont des réformes où les politiques réfléchissent comment gérer les pays. Mais la gestion du pays, c'est dans beaucoup de sens. C'est dans plusieurs aspects. C'est dans l'aspect agricole, l'aspect développement. La politique de tout ça, quid sur la politique de tout ça? Est-ce que les Congos en parlent encore? C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens parlent du corridor, de l'Obito, mais est-ce que les gens savent aussi que bientôt il y aura la guerre de l'eau? Est-ce que les gens savent tout ça? Nous allons parler de tout ça, en tout cas de la politique de tout ça, sur nos différentes émissions, parce que nous ne pouvons pas finir le tout dans ces numéros. Mais j'ai le réel plaisir aujourd'hui de vous annoncer que j'ai quelqu'un qui est très intelligent, une crème, il est professeur d'université, donc c'est ensemble avec lui que nous allons échanger sur toutes ces questions. Il est qui? Il s'appelle déjà le professeur Jean-Robert Nzanza Bombiti, c'est ça son nom, mais il est également professeur d'université. Est-ce que les professeurs ont détruit ces pays? Nous allons parler de tout ça. Est-ce que nous pouvons encore croire à nos enseignants? Nous allons parler de toutes ces choses. Professeur Jean-Robert, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à nos auditeurs. Bienvenue. C'est la première fois que nous vous recevons sur notre plateau Vraie Version. Quelle est votre impression, la première impression?
En tout cas, la première impression, c'est déjà les studios et l'accueil et l'organisation, que ça m'a vraiment enchanté. Et c'est la première fois que je sois ici. Okay. Et je ne peux pas attendre pour entrer dans les débats et essayer un peu de discuter. C'est ce qui peut nous aider à faire avancer notre pays. Très bien. Alors, je rappelle ici que vous êtes ancien gouverneur du Bawele, vraiment très récent. Qu'est-ce qu'on peut dire de vous qu'on n'a pas dit? Est-ce que les gens qui nous suivent peuvent connaître qui est le professeur Jean Robert? Ok, merci beaucoup. C'est vrai, j'étais gouverneur de la province de Bawele, oui. Mais je voudrais qu'on remonte un peu sur mon parcours professionnel. Voilà. J'ai fini mes études à l'IFA Yangambi, à Kisangani, okay. Ingénieur agronome. Je suis allé en Afrique du Sud. Je fais les masters et puis les doctorats. Et j'ai trouvé le travail là-bas, oui. Dans la plus grande compagnie agricole de l'hémisphère sud. Okay. Donc, vous prenez tout l'hémisphère sud jusqu'en Australie. Oui. Ça, c'est la plus grande compagnie agricole. J'ai commencé là-bas comme... en fait, je commençais comme agronome, tout ça. Mais à la fin, j'étais le directeur exécutif en charge de recherche et développement. Oui. Et c'est là où j'ai évolué une décennie avant de rentrer au pays et travailler pour la compagnie Kibali Gold Mine. Okay. Kibali Gold Mine comme directeur de la durabilité. Oui. Et après, je suis allé dans les Bawele comme gouverneur des provinces. Ça, c'est un peu mon parcours. Alors ça, vous aviez vraiment simplifié pour ne pas aller dans le détail. Ça nous intéresse quand même lorsque vous parlez de du sol et tout. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la politique congolaise ne s'intéresse pas au sol congolais, par exemple? Oui, je peux dire que c'est vrai, mais je vais donner des exemples. Oui. La semaine passée, le monde entier a célébré la journée internationale des sols. Oui. Et c'est une journée, et vous comprenez, quand le monde dédie une journée pour les sols. Du sol. Ça dit que c'est important. Voilà. Et l'objectif de cette journée, c'est simplement essayer de conscientiser les gens sur l'importance de la qualité du sol. Voilà. Nous avons les sols, il y a aussi la qualité du sol. Je crois, en ce qui concerne les sols, d'une manière générale, on en parle. Exactement. On dit toujours 80 millions d'hectares de sols rares. Voilà, ça c'est d'une manière générale. Oui, oui. Mais la journée du 5 décembre est dédiée à l'importance de la qualité du sol. Je crois qu'on pourra développer ça. On va vraiment en parler. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Mais lorsque vous parlez du sol, ça nous intéresse vraiment. Vous savez, il y a des débats aujourd'hui où les gens disent que les sols, nous avons un sol riche, mais qui n'est pas utilisé. Première question, est-ce que notre sol est réellement riche? Est-ce que nous pouvons compter sur notre sol? Parce qu'aujourd'hui, la grande partie de nos richesses, c'est le sous-sol. Les sols, on n'en parle presque pas. Ouais. Je vais répondre à la question. Notre sol, il est riche? Pour déterminer si quelqu'un est riche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder ses avoirs. Voilà. Donc la qualité du sol. C'est comme ça. On ne peut pas voir un monsieur qui passe bien habillé, avec une belle voiture et tout ça, on dit qu'il est riche. Non. Il faudrait absolument déterminer ses avoirs pour dire voilà, cette personne est riche. Exactement. Pour le Congo, nous avons les sols arables. Oui. Bon, les sols arables, c'est la quantité. Juste la quantité. Oui, c'est la quantité. En fait, ces sols arables, ils représentent 34%. Le Congo, comme pays, nous avons 234 845 000 hectares. Ok. Mais 80 millions, on dit, peut être utilisé pour l'agriculture. Sol arable signifie simplement on peut l'utiliser pour l'agriculture. Mais comprenez que les sols arables, sa quantité peut augmenter. Donc, on peut dépasser les 34%. Effectivement. Mais lorsqu'on fait une analyse des 34%, cela veut dire que l'autre partie n'est plus utilisable. Je crois que vous avez l'expérience. Vous savez ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, pourquoi on l'appelle Pays-Bas? Ils ont récupéré 7000 km de la mer, 700 000 hectares qu'ils ont annexés. Mais nous, on n'a même pas besoin de ça. Donc, il y a des gens dans des environnements hostiles. Ils ont réussi
à récupérer une partie qui n'était pas arable pour augmenter ça. Mais le problème qui se pose chez nous ici au Congo, c'est que même les 34% qui représentent 80 millions, il n'y a que 8 millions exploités. Ce qui représente environ 3% du territoire national. Ça veut dire 3% seulement, 4% qu'on utilise pour l'agriculture. Alors, il y a eu un débat, professeur. J'aimerais qu'on en parle, puisqu'on parle du sol. Un jour, j'étais en train d'aller vers l'aéroport, mais j'ai remarqué que même sur les sols de moutons, ces sols-là pouvaient produire, quand on parle de l'agriculture, notre sol pouvait produire sur les sols de moutons. Alors, les gens disaient quand même que notre sol est extrêmement riche, mais pourquoi on peut, par exemple, exporter les maïs ailleurs? Est-ce que cet aspect-là n'est pas aujourd'hui étudié par vous qui êtes professeur et spécialiste dans ce domaine-là? Ok, je vais donner des réponses concrètes. Oui. Quand vous prenez, nous allons parler des sols arables, c'est la quantité. Justement. Mais ici, je voudrais aborder notre point, c'est les sols d'une bonne qualité. Voilà. Ça, c'est les sols d'une bonne qualité. Voilà. Une bonne qualité du sol a trois parties. Oui. Il y a la partie qu'on dit un sol fertile. Oui. Quand un sol est fertile, il est riche en nutriments. Oui. Les éléments nutritifs, l'azote, tout ça. On doit avoir un sol qui est sain. Oui. Exemple des maladies, parce qu'il y a des maladies, des plantes qu'on trouve dans les sols. Oui. Et il faudra aussi un sol qui est aéré. Ça veut dire que ça va permettre la respiration et aussi le développement des racines. Oui. Tout ça, ça donne un sol de bonne qualité. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous au Congo? Nous avons un sol arable qui peut être utilisé en agriculture. Okay. Je vais vous donner un exemple simple. Allez-y. Ici, au Congo, un hectare, ici au bas Congo central, un hectare, on peut facilement récolter 3 à 4 tonnes de tomates. Oui. Mais la compagnie où moi je travaillais en Afrique du Sud, ZZ2, on faisait 100 tonnes de tomates par hectare. 100 tonnes? Oui, 100 tonnes, même plus. 100 tonnes de tomates. De 4 à 100 tonnes. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est les mêmes sols. Oui. Si nous passons là, vous voyez, il y a quelques plantes. Mais est-ce que vous savez, connaissez le potentiel de cette terre? Ok. Ça veut dire que oui, on peut avoir des temps. Parce qu'ici, chez nous, on fait 1 tonne et demie de maïs. Mais ailleurs, on fait 7 tonnes. Ok. Vous voyez? Mais c'est quoi la différence? C'est l'expertise. La différence, c'est la productivité. Voilà. Nous avons négligé l'aspect le plus important, la qualité du sol. Ok. Il n'y a que ça. Et essayez de suivre tout, la politique, tout ça. On ne parle pas de la qualité du sol. Non, on n'en parle pas. Mais dites-nous par rapport à la qualité du sol. Voilà. Est-ce que la qualité du sol, pour que les sols soient de bonne qualité, il faudrait qu'ils soient entretenus? Est-ce qu'il faudrait qu'ils soient... Qu'est-ce qu'il faut réunir pour que ces sols-là, où on se dit qu'on a les sols qui est arable, doit être les sols qualitatifs? Voilà, la journée du 5 décembre qu'on a célébré, le thème c'était « Prenons soin de nos sols ». Ok. Mesurons. Tout commence par mesurer. Il faudrait mesurer pour savoir quelle quantité des éléments nutritifs, est-ce qu'il y a des micro-organismes et tout ça. Donc on commence par mesurer. Oui. Deuxième partie, il faut surveiller. Et troisièmement, il faudrait gérer ces sols. Okay. Et voilà, c'est exactement ce que nous ne faisons pas. Très bien. Alors là, vous m'emmenez directement en politique, parce que j'aimerais vous poser des questions. Est-ce que vous êtes convaincu de la politique agricole congolaise? Absolument. Je suis convaincu, parce que, vous voyez, lorsque le président de la République a pris le pouvoir, directement, il a dit la revanche du sol. Oui. Il a dit ça. Voilà. Et dernièrement, ici, au stade des Martyrs, il a répété ça, mais autrement, pour dire la diversification de l'économie à partir de l'agriculture. C'est la même chose. Ça veut dire que le pays, nous dépendons exclusivement des ressources minières, ce qui n'est pas bon. Il faudrait penser à la diversification. Exactement. On doit quand même accepter qu'il y a cette volonté. Nous avons commencé, il y a les ministres, par exemple, de l'agriculture, il y a ces programmes de 60 000 hectares. On a lancé
la campagne agricole. En fait, il y a beaucoup d'initiatives qui nous amènent. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de défis structurels. C'est de là même que j'allais parler, professeur. Est-ce que ça ne reste pas des discours? Parce que pourquoi j'ai lu les discours? Ça s'est dit comme ça, les politiques ont des beaux discours. Mais qu'est-ce qui s'est fait concrètement? C'est quoi les budgets qu'on donne? Parce que ça demande beaucoup. C'est quoi le budget qu'on donne, premièrement? Deuxièmement, je vais revenir à vous. Vous étiez gouverneur pendant 3 ans. Quelle politique avez-vous menée dans votre entité où vous étiez responsable de votre politique pour essayer de donner la valeur à ces sols? Se faire voir que c'était un technicien du sol qui était à la tête du pays. Oui, absolument. Je commence par... Les gouvernements... Je commence par... Quels sont les budgets? Bon, en fait, les budgets, moi je crois qu'il faut toujours voir les choses dans le sens de l'avancée. Oui. Je crois que si on compare les budgets alloués à l'agriculture dans les années antérieures, on a presque doublé. C'est une bonne chose. Okay. C'est-à-dire qu'on est sur les bons chemins. Ça, il faudra avouer. Ah bon? Je crois qu'il reste encore beaucoup à faire. Comme on n'a pas de maïs, on doit chercher de maïs et tout ça. Alors là, je voulais peut-être revenir dans le sens que on va essayer d'échanger, parce que j'ai commencé aussi les discussions, même avec les ministres et tout ça. Essayons de faire les choses comme ça s'est fait un peu ailleurs. Voilà. Ça veut dire, nous avons donné des semences, des intrants, des tracteurs, tout ça. C'est bon. Mais nous avons négligé les 2 étapes primordiales, qui sont l'analyse du sol et la formation des agriculteurs. C'est exactement ce que nous ne faisons pas. Moi, je crois, si nous amenons cette composante-là, les choses vont essayer d'aller. Parce qu'il faudrait analyser les sols. Bon, je vais vous donner un exemple. La semaine passée, j'étais à Lutendele. J'ai rencontré un agriculteur, Didier, que je salue. Didier comme moi. C'est votre mot. Il m'a dit quelque chose qui m'a quand même choqué. Il dit, parce que généralement, ils ont l'habitude de louer des portions de terre. Ils payent, je crois, $100 ou $200. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juste cultiver. À partir d'une observation visuelle, ils cultivent et ils attendent la fin pour voir si c'était un bon sol. Donc, l'agriculture aujourd'hui, c'est le jeu du hasard. Ça ne se fait plus comme ça. Non. Ça ne doit plus se faire. Non, ça c'est inacceptable. Alors, donc, nous avons des semences, nous donnons aux agriculteurs, mais nous ne savons pas la qualité du sol. Non. Mais ça, c'est réel. Hein. Ça, c'est très réel, professeur. Moi, personnellement, on a fait plusieurs pertes au point d'abandonner. Effectivement, beaucoup de gens abandonnent. Parce qu'on s'est dit, j'achète 3 hectares, je vais faire les champs, et puis on vient vous dire que non, il y avait des petits animaux qui ont rongé, et c'est la réalité. Et si quelqu'un venait avant, analyser les sols, et vous disait, non, attention, ce sol n'est pas bon. Ou alors, les messieurs vous disaient, voilà, ici, il y a carence d'azote, de phosphore, potassium, est-ce que vous êtes disposé d'acheter un peu d'engrais et tout ça? Si quelqu'un vous amène ça, vous aurez quelque chose pour décider. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est les jeux du hasard. C'est pas bon. Donc je crois que de ce côté-là, on doit faire quelque chose. Et la preuve en est, dans beaucoup de pays, ils ont célébré le 5 décembre, journée du soir. On n'en a même pas parlé. Justement, on va en parler. Il y avait une question. Je rentre sur la question du gouverneur. Du gouverneur. Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau dans votre sol? Avant d'être élu gouverneur, je suivais la radio et il y a les PAM, Programme Alimentaire Mondial, qui disait qu'il y avait la famine dans les bases vélées, à Bouta spécialement. Il y avait la famine. J'ai dit, famine, c'est pas acceptable. Alors, une fois que j'étais élu gouverneur, il n'y a que 2 choses que j'ai faites, qui ont changé. Je suis arrivé à Bouta, un paquet de fèves de manioc coûtait, pendant la saison sèche, ça allait jusqu'à 5 000 francs. 5 000 francs. Oui, c'était. Je suis arrivé là-bas. Premièrement, j'ai institué la journée de samedi dédiée à l'agriculture. Vous voyez, ici, nous avons commencé, c'est bientôt qu'on a commencé la semaine anglaise. Mais à Bouta, les 2 ans, il y avait déjà la semaine anglaise. On travaillait jusqu'à vendredi. Donc tout le monde jusqu'à vendredi. Vous pouvez vérifier. Jusqu'à vendredi. Il y a 2 ans. Jusqu'à vendredi. Et le samedi, ça faisait partie du travail. C'était pas qu'il fallait rester à la maison. Et j'ai passé dans des entreprises pour vérifier qui sont allés au champ. Mais
pendant la saison, jusqu'à aujourd'hui, l'effet de manioc est à 500 francs. Ça veut dire que je crois qu'on doit dépasser les discours, tout ça. Voilà. C'est juste la politique. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est juste un exemple. Et les gens ont cultivé, tout le monde a cultivé. Et les prix a baissé. Voilà. Mais ça, c'est pas le rôle de l'État, monsieur le gouverneur. Ça, c'est un peu la dictature. Bon, je pensais que vous allez nous dire que vous avez accru les budgets et fait des petites banques où vous allez donner aux cultivateurs dans votre province, par exemple. Parce qu'il y a un problème des moyens. C'est vrai que là-bas, c'est 500 francs, mais lorsque ça doit arriver dans des villes ou dans d'autres provinces, c'est compliqué. Vous savez, la souveraineté, c'est quelque chose d'important. Et s'il faudrait qu'un chef puisse prendre des décisions pour la souveraineté, il va les faire. Et là, on parlait de la souveraineté alimentaire. Comment on peut acheter les pondous à 5 000 francs alors que nous avons la terre, tout ça? Et j'ai pris la décision, tout le monde au champ. Et on l'a fait, et les prix ont baissé. On en a profité. Et donc, là, j'ai joué pour la souveraineté alimentaire. Parce que je ne pouvais pas accepter que nos enfants meurent de faim. Nous avons la terre, et on croise les bras, et qu'on attende que Kinshasa puisse nous envoyer l'argent. Voilà, c'était un peu ça. Et heureusement, je ne l'ai pas fait par force. J'ai essayé de faire comprendre aux gens qu'à partir de l'agriculture... Une politique, à partir de un leadership. Oui, nous pouvons... Et les gens ont compris. Au début, c'était petit à petit, mais après, mais ce qui m'a étonné, moi j'ai fait un grand champ, juste à côté de chez moi, mais il y a des gens qui venaient la nuit pour voler les champs. Pour voler les champs du gouverneur, du chef. Mais du moins, il y a eu cet élan. Je crois, même les autorités, nous pouvons encadrer la population. Les gens sont prêts à faire quelque chose. On doit les aider, comme mon ami Didier, on doit l'aider à faire l'analyse du sol pour déterminer où est-ce qu'il va cultiver. Ce n'est qu'après qu'on va lui apporter les semences et aussi le conseiller pour dire voilà ce qu'il faut faire. Même la façon dont ils sont en train de planter là-bas, c'est intercalaire, pas bien. Alors il faudrait aider, il faudrait vraiment aider les agriculteurs. Je crois que ça on ne fait pas. Très bien. Alors, monsieur le gouverneur, dites-nous, parce que ça, vous avez quand même réussi à un certain moment donné dans votre province, mais les problèmes de la famine se posent dans l'ensemble du Congo. Est-ce qu'il faudrait aussi, puisqu'on parle aussi révision constitutionnelle, on en parlera dans votre secteur, bien sûr, est-ce qu'il faudrait aussi que l'État puisse imprimenter cette politique d'orienter les gens vers les champs, ou il faut développer d'autres politiques où vous avez des recommandations comme spécialiste dans ce domaine-là? En tout cas, ça c'est une bonne question. Je ne crois pas que nous devons demander à tout le monde d'aller faire le champ. Non, ce n'est pas ça. Et ça ne va même pas marcher. Mais essayez un peu de comprendre. Nous avons 100 millions d'habitants. Mais il n'y a que 3% consacrés à l'agriculture. C'est un problème. On doit essayer de faire quelque chose. C'est déjà un problème. Oui. Pour ces grands pays, 3,4% d'agriculture. Mais comment on va nourrir plus de 100 000 habitants? On est condamné à l'importation. Donc, c'est là je crois qu'on doit même changer, on doit revoir notre façon de voir les choses. Oui. On peut développer l'agriculture, pas seulement en envoyant tout le monde au champ. Mais si nous créons de bonnes conditions, les terres sont cartographiées. Les gens savent où sont les sols de bonne qualité. Même vous, là, vous serez en train de travailler, vous avez 3 hectares, 5 hectares. Exactement. Vous allez le faire. Et en réalité, l'agriculture, c'est de l'argent. Ailleurs, les gens font de l'argent. Ça, c'est ailleurs, Et nous aussi, on peut les faire. Ça veut dire que je pense qu'on doit simplement changer notre façon de faire. Je crois qu'on accorde un peu plus d'importance aux semences, les tracteurs. Voilà. C'est bon. Mais je crois la qualité du sol, vous pouvez vérifier partout. C'est primordial. Très bien. Vous avez dit une chose importante. J'ai même vu les ministres de l'Agriculture donner des tracteurs. Récemment ici, je pense qu'il y a 2 mois, il a fait, c'était à la foire. Mais la question, est-ce qu'il faudrait aussi penser aux banques agricoles, parce que c'est les grands soucis, les gens en parlent. Est-ce que c'est aussi un problème? Est-ce que les problèmes, c'est les budgets aussi alloués à l'agriculture? En tout cas, je crois que vous avez raison. C'est parce qu'on n'a pas tout énuméré. Il y a aussi ces besoins de crédit agricole, par exemple. Parce que les agriculteurs n'ont pas vraiment besoin qu'on leur donne l'argent. Non.
ils ont besoin d'un peu d'argent, ils peuvent les aider à travailler et puis vendre et repayer. Je crois une banque agricole, une banque de crédit agricole, c'est vraiment important. Et je crois que ça doit être dans les programmes du gouvernement. Ça, c'est capital. Les gens ont vraiment besoin de ça. Alors, je vais vous poser une question. Vous avez le choix d'en répondre ou de ne pas répondre. Quand je savais que c'était un professeur qui était sur mon plateau, je me suis dit, waouh, le projet Bukanga Alonso a été un bon projet ou un mauvais projet au départ? Parce que vous avez dit quelque chose d'important, que les gens ne font pas l'étude du sol avant de commencer. Et nous sommes tombés dans cette erreur-là. Le projet Bukanga Alonso a été un bon projet et pourquoi a-t-il échoué? Voilà. Les projets Bukanga Alonso en soi, parc agro-industriel, très bon projet. Très bon projet. Mais je crois, maintenant je vais répondre comme ingénieur agronome qui a travaillé dans une grande compagnie agricole. Dites-nous tout, oui. Vous savez, l'agriculture, on doit le considérer comme un investissement. Nous allons dépenser et ce que nous devons récolter doit couvrir toutes nos charges. Mais après, déjà les projets Bukanga Alonso, vous verrez que la dépense était trop élevée. Donc, moi comme expert, comment on va réussir? Il ne faudrait pas que l'agriculture soit quelque chose comme des charités, où on dépense plus, mais on récolte moins. Non, on ne fera rien. Il faudrait atteindre un niveau où, c'est vrai, il y a des coûts d'opération, tout ça, mais ce que nous allons gagner doit couvrir les dépenses. Donc la dépense était déjà... On a parlé des montants... Des 180 millions de dollars. Alors, maintenant, même si on mettait 80 000 hectares de manioc et de maïs, multiplié, mais s'il faisait 5 tonnes par hectare, et vous multipliez, on n'allait jamais rembourser cet argent. Pour moi, ça ne peut pas marcher. Donc, ça, c'est la façon dont moi je vois. Ça doit être économique, viable. Si ce n'est pas ça, on ne fait pas. Mais déjà, les coûts étaient trop élevés. Donc, les premiers problèmes, c'était les coûts. Les coûts. Ça veut dire qu'on a dépensé plus que... Mais c'était peut-être pour penser aussi à exporter ou... Je crois... nous, j'ai fait ces études au Nigeria, au Ghana, tout ça. Il y a des études de préfaisabilité. On est allé aider des gens là-bas pour cultiver des tomates. Et aujourd'hui, ils cultivent. Je suis allé là-bas, on a fait l'étude. Il y a des données, on dit voilà, pendant 5 ans, nous allons dépenser autant. Et on a vérifié les prix du marché, tout ça. Et on a vu que c'était bon. C'est alors qu'après 3 ans, vous allez récupérer tout votre argent. On appelle ça les business plans. Il y avait tout là et ces gens ont décidé et aujourd'hui ils produisent. Bon, à Bukanga Alonso, déjà, c'était un peu social, oui, ça va, mais je crois que ce n'était pas vraiment fait comme un business comme ça doit se faire. Exactement, parce que les gens finalement utilisaient même les tracteurs à leur propre fin et tout. Alors, professeur, dites-nous, comment un ingénieur agronome se retrouve gouverneur? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects quand il faut gérer, être manager. N'est-ce pas que c'était un mauvais choix? Parce que vous allez être mieux ministre sectoriel, par exemple. C'était pas une tâche difficile? Maintenant, vous savez, c'est ce qu'on appelle le leadership. Et déjà, en voyant ici, je peux sentir le leadership. Pour conduire les gens, tout ça, je ne crois pas que c'est les types d'études qu'on a fait. Ça, c'est le management public. Il y a des points qu'il faut tenir parce que vous allez gérer les personnes, les ressources et transformer ces ressources en richesses qu'il faut distribuer sur toute la population. C'est ça les principes. Ça ne demande pas qu'il faut être juriste. Exactement. Et je crois la formation qu'on a suivie. Et moi, par exemple, c'est vrai, ingénieur agronome, j'ai un master en business administration. J'ai travaillé dans 2 compagnies qui sont cotées en bourse. Je crois l'expertise, je crois j'en ai. Donc, aller là-bas, c'était aussi essayer d'aider ma province parce que j'ai créé une université là-bas. Ça avance petit à petit. Et j'ai voulu aussi faire voir aux gens ces besoins-là de nous lancer dans l'agriculture. Parce que l'agriculture peut vraiment développer. Non, mais c'est la politique qu'il faut pour développer le pays. Sans cela,
ça sera difficile. Là, je peux vous dire que je vous accompagne. Alors, parlons politique du Bawele. Où est-ce que vous avez trouvé la province dans tous les secteurs? Parlons politique maintenant. Où est-ce que vous avez laissé la province? Est-ce que vous pensez qu'il était nécessaire que cette province soit vraiment démembrée comme ça a été? Est-ce que cela n'est pas un problème? Parce qu'il y a d'autres gouvernants qui disent que les problèmes, c'est les découpages aussi. Est-ce que c'est aussi ça le problème? Première question. Oui, je crois, pour moi, le démembrement, c'était une très bonne chose. Pourquoi? Okay. La proximité de la population avec les autorités. Oui. Imaginez à l'époque chez nous à Bouta, pour voir les gouverneurs, tout ça, il fallait aller jusqu'à Kisangani. Mais là, les gouverneurs étaient juste votre voisin, oui. Tout ça. C'était bon. Mais c'est plus de 1 million d'habitants, hein? C'est pas tous ces 1 million qui vont voir les gouverneurs. Bon, mais sinon, je vais simplement dire que oui. Les gouverneurs est là, c'est bon. Oui. Il y a des choses qu'on peut traiter sur place à Bouta, mais à l'époque, il fallait aller jusqu'à Kisangani. Et vous allez voir les gouverneurs. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Oui. Et deuxièmement, je crois, certaines provinces ont quand même un peu de problèmes, comme les Bas-Zouélé, parce que lorsqu'il y a eu des démembrement, déjà à l'époque des 4 provinces qui constituent la province orientale, les Bas-Zouélé étaient les moins avancés. Mais je suis en train de suivre, et dernièrement ici, il y a quand même, du côté du gouvernement, il y a quand même ce besoin d'essayer d'aider aussi la province. Et je crois avoir les choses, vraiment, ça avance très bien. Donc, c'est pourquoi il y a eu cette histoire de caisse de péréquation. C'est très important, mais jusqu'à présent, ce n'était pas encore réalisé. Oui, mais je crois là qu'on est en train de faire que rapidement, les provinces qui sont un peu moins avancées puissent profiter des moyens. Ouais. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez laissé à Bouta comme vos empreintes, comme bilan? Vous êtes satisfait de votre bilan? Est-ce que vos électeurs vous reconnaissent comme un bon chef? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel est votre bilan? Oui, vous savez, quand je suis arrivé à Bouta, oui. Bas-Zouélé, hein? Bas-Zouélé, bien entendu. Bon, Bouta comme la capitale. Il y a une route qu'on appelait morgue. Vous savez, quand la population appelle, vous savez, morgue. Morgue. Oui. Malheureusement, on n'a pas les images ici, je vais vous montrer. Okay. Et la route, là, c'était morgue. C'est 55 km. Aketi-Doulia. Okay. C'était impraticable depuis 4 ans. Je suis allé là-bas, en moto. Mais suivez, tellement que c'est morgue, on passe plus de temps à marcher que sur la moto. Okay. La route était en très, très mauvais état. J'ai fait la route, je suis arrivé là-bas et la population m'a accueilli. Et les gens étaient contents. Mais j'ai passé, j'ai attendu les gens chanter. Oui. Nzanza. Voilà. Nzanza. Et les autres répondaient morgue. Oui. Nzanza. Alors je ne comprenais pas. Voilà. Pourquoi il y a Nzanza morgue? Okay. Alors j'étais avec l'administrateur territorial, il me dit non, les gens disent il faut réhabiliter la morgue. Morgue, non, la route là. Oui, Nzanza. Donc, on appelait la route morgue parce qu'elle était en mauvaise qualité. Oui, vous avez morgue, non? Quand on vous envoie la morgue, vous êtes prêt, vous êtes mourant. Voilà, c'est ça. Donc, quand vous entrez cette route-là, c'est comme si vous étiez dans une morgue. C'est-à-dire que vous ne savez pas si vous allez sortir vivant. Donc, en fait, c'était la mort. Ok. Bon, vous n'étiez pas encore enterré, mais vous étiez... Vous êtes... on ne sait jamais, peut-être vous allez vous réveiller, la morgue. Voilà, c'est comme ça qu'on appelait. Et, cher ami Didier, j'ai réhabilité la route d'Aketi. Sans un franc reçu du gouvernement central. Je l'ai fait. Oui. Vous l'avez fait avec quel fonds? Ah, voilà. Oui. Peut-être il faudrait que je vous dise tout. Oui. Il y a une compagnie chinoise qui exploitait juste à côté du fleuve. Je suis arrivé, je les ai appelés. J'ai dit, les amis, est-ce que vous êtes contents que vous exploitez les bois ici et que nous tous, nous souffrons pour cette route? Ils disent, oui, mais non, nous on paye les taxes. Je dis, non, attendez un peu. Il y a ce qu'on appelle aussi la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà. Ça, c'est notre route, nous tous. Nous sommes de la province de Bas-Zouélé. Est-ce que vous êtes contents? Non, nous, les taxes. Ok, ça va. Je suis rentré. Je suis revenu. Oui. Je dis, est-ce qu'il y a moyen... Vous avez des machines? Oui. Est-ce qu'il y a moyen qu'on trouve des machines comme ça?
nous pouvons réhabiliter. Moi, je vais chercher les carburants et tout ça. Non, ils ont refusé. Non, nous, on a payé les taxes, tout ça. OK. Alors, je lui ai dit, Jacques, je vous accorde 2 semaines. Je vais voir les machines ici. OK. Que vous allez nous aider. Si vous n'avez pas ces machines ici, vous n'allez plus travailler dans les bazouilles. OK. Non, nous, on va appeler Kinshasa, tout ça. Voilà. Je dis, ça va. Mais vous avez 2 semaines. 2 semaines, Jacques. Je suis rentré. Oui. 13e jour. Les machines étaient là. 13e jour. 13e jour. Donc avant l'expiration des 2 semaines. Les machines sont là. On dit non, les machines sont arrivées. Alors, les machines ont traversé. Maintenant, il fallait trouver l'argent pour les carburants. Oui. Je n'en avais pas. J'ai contacté des gens, tout ça. Mais on a quand même un partenaire de bonne volonté à la province qui nous a donné les carburants et on a fait la route. Je ne sais pas, est-ce que ça, c'est pas quelque chose? Non, mais c'est très louable. Mais la question qu'on se pose, comment toute une province de plus de 1 million d'habitants peut présenter cette telle difficulté de manquer les carburants? Est-ce que, c'est comme ça que j'avais posé la question au début, est-ce que les démembrements n'étaient pas un problème? Il y a d'autres provinces qui sont hyper riches, d'autres provinces qui sont très pauvres. Ouais. Moi, je crois que tout ce qu'on peut faire pour faire avancer l'humanité, ça doit être loué. Les provinces, et ce qu'on a mis là, la caisse de péréquation, tout ça, si elle a été appliquée, je crois, on n'aurait pas de problème pour manquer les carburants et tout ça. Donc, le grand problème dans les bases ouélées, c'est surtout l'enclavement. Voilà. On n'a pas de routes, tout ça. Mais j'ai fait des démarches et les chefs de l'État avaient intervenu. Ça, c'est maintenant pour une 2e route. Oui. C'est la route Issiro-Bouta. Nous avions réussi les financements. Et ça, c'est depuis 1990, à l'époque du fait maréchal Mobutu. Cette route-là n'a plus été réhabilitée. Mais on a trouvé les financements. Et pour ça, et dernièrement, j'ai appris qu'il y a encore un autre financement. Et c'est moi qui ai commencé les projets. Exactement. Je crois j'ai placé les jalons. Mais les autres doivent maintenant continuer. Mais ça sera intéressant parce que déjà, vers Issiro est quand même une ville très, très viable. Effectivement. Bien qu'il y a encore des problèmes. J'étais à l'aéroport d'Issiro, mais vous ne croyez pas que vous êtes au Congo en 21e siècle. Changement de la Constitution ou révision de la Constitution, déjà, qu'est-ce que vous y pensez? Vous êtes pour le changement ou pour la révision? Aujourd'hui, l'UDPS, vous n'êtes pas de l'UDPS sûrement, parle du changement de la Constitution. À l'Union sacrée, on parle de la révision. Quelle est votre pensée par rapport à cela? Moi, je crois que nous avons besoin d'une réforme constitutionnelle. C'est-à-dire? Je vais donner des exemples simples. Le chef de l'État l'a dit, il y a un moment, je crois que les gens n'avaient pas suivi. Il a dit, je rentre dans mon domaine, il a dit que voilà, il pensait qu'il fallait que ce soit le président qui puisse nommer les gouverneurs. Voilà. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai analysé tous les pays d'Afrique, les 54 pays d'Afrique. Oui. Le système de nomination des gouverneurs, tout ça. Il y a 7 modèles. Mais je vais vous choquer pour dire que les modèles, comment j'ai appelé ça, des doubles légitimités. Oui. Ça veut dire l'Assemblée provinciale élue, les gouverneurs, mais c'est le président qui nomme. Ce système-là n'existe nulle part en Afrique, et je vais aller plus loin, nulle part au monde. Donc l'Assemblée provinciale est élue, mais c'est le président qui promulgue, qui nomme. Et d'ailleurs, on force le président, parce qu'il n'a pas... Il n'a plus de choix. Il n'a plus de choix. Même si on élit un, je ne sais pas, n'importe qui là, on l'envoie chez le président, on dit allez. Voici les résultats donc. Je ne sais pas si c'est bon. En fait, la Constitution, je crois qu'on doit dépassionner les débats. La Constitution, tout ce qu'on fera, comme une œuvre humaine, il y aura toujours
des failles, tout ça, qui peuvent permettre d'améliorer. Exactement. Ça, c'est pas... Donc, je crois réforme constitutionnelle, on a des articles comme ça. Parce que pour le gouverneur, j'étais avec un député qui est venu me voir, il dit, Gouv, vous savez que nous avons déjà la motion. Généralement, c'est préparé. On va juste remplacer les noms. Ça veut dire qu'ils savent déjà. Incompétence, malversation financière. Exactement. Ils ont à peu près 7 termes-là. Ils ont déjà des termes qui sont déjà là. Ils sont là. Il suffit les signatures. Donc c'est comme l'épée là, qui est là. Il dit non, il faut faire quelque chose. Mais il y a aussi ces documents, on a ça. À tout moment, et c'est vrai, à tout moment on peut mettre ça. C'était les conflits. Heureusement que vous n'en aviez que 7, je pense. Alors je crois qu'il y a aussi cette histoire. Nous tous, nous avons suivi comment les élections qui se font. Il y a des gens qui vont, tout ça, bon, peut-être qui donnent quelque chose. Mais moi, je crois qu'un système qui est unique pour le Congo, généralement, si vous voulez mettre un système qui est unique, il faut aussi peut-être des garde-fous ou bien mener des recherches, tout ça. Moi, j'aurais préféré les étudiants ou les enseignants en sciences politiques, tout ça. Et c'est un peu d'étudier sur ces systèmes qui n'existent nulle part au monde. Moi, j'ai fait des recherches. 61% de gouverneurs en Afrique sont nommés par le président. Il y a par exemple le système où il y a double légitimité, c'est au Ghana, où c'est le président nomme, mais c'est l'Assemblée contrôle. Ça, c'est aussi un peu double, parce que l'Assemblée peut refuser. Mais le système du Congo, l'Assemblée élit et le président nomme. Ça n'existe nulle part. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait vraiment continuer? Et ce système a démontré ses insuffisances. Vous appuyez donc les chefs de l'État qui Je vais ajouter un autre article. Allez-y. Il y a un article, je crois, si je ne me trompe pas, l'article 14 ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Les droits de la femme. Vous savez, ici, nous avons des violences à la maison. Sexuelles, économiques, psychologiques et tout ça. Mais lisez la Constitution. Malheureusement, je passe ça ici. Vous verrez que c'est un peu vague. On dit, voilà, on va essayer de faire... Et tout ce qui se passe à l'Est. Nous devons avoir des articles dans les constitutions qui disent que non, il ne faut pas blaguer à violer les femmes ou même vous, à tabasser votre femme à la maison. Donc ça doit être coché dans la Constitution. Donc il y a des articles comme ça que j'ai vu les gens pour dire non, 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 non. On est en train d'avancer. Il y a un autre article. Les droits numériques aujourd'hui. Vos droits. Lorsqu'on a élaboré la Constitution, c'était pas... Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a un code numérique qui n'est pas vulgarisé. Quelqu'un va vous prendre comme ça. Il fait des montages. Et puis il présente comme c'était vous. Et on risque de vous arrêter pour ça. Donc, il faudrait qu'il y ait des lois aujourd'hui qui peuvent aider à garantir les droits des personnes. Donc, il y a un peu, je peux lister 10, 15 articles comme ça. Moi, je pense qu'il nécessite alors là, les débats évoluent. Aujourd'hui, plusieurs pensent aussi que même l'article 220, l'article à problème, il faudrait le toucher. Donc, ils pensent au changement de la Constitution. Vous êtes pour les changements ou la modification, la révision constitutionnelle? Qui dit rester constitutionnel, mais c'est les changements qui créent le débat. Je ne sais pas si vous avez suivi les chefs de l'État. Bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il allait instituer une commission qui devrait réfléchir sur tous ces sujets et faire des propositions. Mais s'il fallait faire sortir un terme, moi je parlerais qu'on a besoin de l'innovation. D'une nouvelle constitution. Non, innovation constitutionnelle. Dans le sens qu'il y a beaucoup d'articles. Parce qu'on parle plus de la révision, mais il y a beaucoup d'articles qui ne figurent même pas. Il faudrait les intégrer. Comment, où est-ce que vous allez mettre? Bon, on attend la commission. Si la commission dit qu'il faudrait réviser ça, et c'est alors qu'il est débat. Mais la commission n'en a même pas parlé, je crois. Justement, la commission en question n'est même pas encore mise en place par les chefs de l'État. Nous attendons. Et donc, nous pouvons dire aujourd'hui que les professeurs, aussi Jean-Robert, appuient les changements de la Constitution. Mais même le chef n'en a pas parlé pour dire qu'il veut... Bon, moi, je suis scientifique. On a dit
on va... On va en parler. Mais il y a une commission. On parle déjà. Aujourd'hui, l'IDPS dit même que cette constitution ici, c'est une constitution des malédictions. Je crois, les chefs l'ont dit, oui. Nous avons la commission qui sera mise sur pied, oui. Et c'est cette commission qui va conseiller les chefs. Alors là, je réponds en tant que scientifique, oui. Et les chefs, avec toute sa sagesse, il dit, voilà, je voudrais que la commission puisse m'informer, et il y aura des experts là-bas qui vont dire, voilà, nous pensons ça, et nous pensons cela, et tout ça. Et nous aurons confiance dans la commission qui sera là. Et dès que les rapports seront remis au chef, pour dire que voilà, avec tous les enjeux, j'ai dit ici l'innovation, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'articles qui ne sont pas... Bon, peut-être la commission trouvera que non, on n'a pas besoin de cette innovation-là. C'est alors que nous pourrions intervenir pour dire, voilà, la commission était à côté, tout ça. Alors moi, je pense que ce soit révision, que ce soit changement, je crois qu'on a besoin d'une réforme constitutionnelle pour apporter des nouveaux articles et puis essayer d'améliorer les articles. Pour peut-être mettre en valeur notre sol aussi. Absolument. Et je vais vous dire une chose. Au Brésil, ils ont un article sur les droits de la nature. Pourquoi on ne peut pas voir des articles comme ça? Ou la nature ici. Et là, ça vous interdit à l'environnement, comment prendre soin de l'environnement. Pourquoi on ne peut pas avoir un article qui parle de toute la nature, y compris les sols? Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire dans cette transition. Très bien. Alors, il y a un camp qui n'est pas la moindre, c'est l'opposition qui dit qu'il ne faut même pas toucher à un seul article, premièrement. Deuxièmement, l'Église catholique aussi soutient que ce n'est pas les bons moments. Les moments, c'est de chercher la solution à la population congolaise. Qu'est-ce que vous y pensez? Je vais donner un exemple. Nous avons des joueurs de football. Beaucoup de ces grands joueurs, ils ont la double nationalité. Je donne un exemple. Ils ont la double nationalité. Et même ici, il y a des gens qui ont la double nationalité. Oui, qui travaillent même dans nos institutions. Pourquoi tout le monde ne devait pas en profiter? Donc, c'est pour dire que, moi je pense que ne mettons pas la passion là-bas. Essayons de voir les choses. Il y a des choses. C'est une œuvre humaine. Cette constitution n'est pas tombée du ciel pour dire Dieu nous a envoyés. Ce sont des humains. Et je vais vous donner un exemple de cet article qui parle de la nomination et élection du gouverneur, qui est unique au monde et ça ne marche pas. Donc moi, je pense que nous devons nous mettre ensemble. Il y a effectivement des articles qui nécessitent une amélioration. Les choses évoluent. J'ai dit, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Les choses évoluent et il est important d'essayer de voir comment améliorer ce qui existe déjà. Très bien. Alors, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Peut-être que ça sera l'avant-dernière question, professeur. Corridor de Lobito, vous avez suivi. Plusieurs gens disent que, en tout cas, c'est pour brader nos richesses. Vous êtes professeur, quelle analyse? Est-ce que c'était un bon geste, un bon signe d'aller signer finalement à Luanda, où on parle de nos richesses de la RDC? Faudrait-il pas que ça soit ici? Quelle est votre réflexion? Je crois, les Congo, nous devons quitter ce stade des potentiels. On aime bien les potentiels. Ça, c'est notre richesse. C'est les potentiels, les sols, 80 millions, nos ressources millions. Non. Ça ne sert à rien, nos potentiels. Ça veut dire que nous avons des gisements qui sont là, qui doivent être exportés, tout ça. C'est important, on doit le faire. En réalité, si les choses avançaient, on devrait avoir une route qui quitte de Cape Town jusqu'au Caire. On devrait avoir... C'est ça le développement. S'il faudrait rester comme Congo, dire voilà, ça sont nos richesses, donc on sera toujours là à chanter. Moi, je crois que ces projets vont profiter au Congo. Il suffit que nous puissions connecter avec des infrastructures et les gens qui vont... Vous savez, partout il y a des routes, des trains, tout ça. Il y a toujours des activités qui naissent là-bas et les gens vont profiter. Donc ça va profiter au pays. Mais plusieurs disent qu'il fallait peut-être encourager les ponts des bananes, les ports
à nos profondes des bananes, par exemple, à la place de la route. Non, mais je crois, si vous suivez les programmes du gouvernement, même le port des bananes, c'est toujours dans notre plan. Mais là, nous avons quelque chose qui peut directement marcher. Puis, les ponts de bananes ici, il faut voir jusque, par exemple, Kassai, Katanga et Alan Angola. On va faire ça et de l'autre côté aussi, on va profiter. Très bien. Je crois que tout projet qui va faire avancer le pays, on doit vraiment appuyer. Voilà. Très bien. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission. J'ai plusieurs questions à vous poser comme ça, parce que il arrive que les autorités du pays soient butées au problème de choix. Vous verrez, un juriste, ministre de l'Agriculture, vous êtes pour aussi toutes ces personnes qui disent qu'il y a un problème de choix. Par exemple, pour choisir un ministre de l'Agriculture, par exemple. Moi, je ne crois pas que un ministre de l'Agriculture... Oui. Je connais un ancien ministre qui était un juriste. Un ancien ministre qu'on ne cite pas les noms. Oui. Moi, je ne pense pas que pour être ministre de l'Agriculture, il faut être agronome. Non, je ne pense pas. Ah bon? Non. Donc un juriste peut faire un bon ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'il en connaît? Non, le problème, c'est que c'est un problème de leadership. Oui. Il faut vous faire entourer des personnes compétentes. Oui. Deuxièmement, il faudrait, comme on dit en anglais, être un fast learner. Il faut apprendre rapidement. Oui. Parce qu'en fait, vous pouvez aussi amener un ingénieur agronome qui fait absolument rien. Mais dans d'autres secteurs, ça ne se passe pas comme ça, professeur. Vous n'allez pas choisir en ce qui concerne, par exemple, les ministères de l'économie. On cherche toujours un économiste. Non, pas forcément. Pas forcément. Je vous dis la vérité. Je connais des grands ministres même. Je prends des grands ministres même en Afrique d'ici, le Tito Mboweni. Oui. Il n'a jamais été un grand en finance, tout ça. Donc c'est pour dire que c'est l'homme. Oui. Et vous savez, l'homme qui a des capacités, des compétences, il peut exercer cette fonction. Ça, je ne crois pas, parce qu'on peut avoir une formation qu'on a reçue, mais cela ne veut pas dire qu'on sera en mesure de transformer ce qu'on a là. Donc moi, je crois qu'il faudrait des gens qui sont compétents, qui ont aussi travaillé, ils ont fait quelque chose, et je crois que ça va aller. Très bien. Nous arrivons à la fin, un mot de la fin, où cette dernière question, ce serait clairement, quelles sont vos recommandations pour que ces domaines soient aussi louables ou très visibles comme d'autres domaines. Votre domaine et les ministères de l'Agriculture. Je crois qu'il est important que nous puissions changer de stratégie. Et comme je l'ai dit, je félicite les ministres pour tout ce qu'il est en train de faire. Et comme il y a encore des défis structurels qu'il faudrait absolument résoudre. Rentrons au sol. Il n'y a que les sols. Et à part les sols, il n'y a rien qu'on peut faire. Donc je voudrais vraiment que les gouvernements, les organismes internationaux ici, tout le monde, essaie un peu d'investir dans les sols. Déterminer, faire la cartographie, voir quelle partie peut être utilisée pour l'agriculture. Si on fait ça, et je crois les autres là peuvent seulement venir. Vous avez parlé des crédits agricoles, et il y aura les semences améliorées, il y aura les engrais, tout ça. Mais la première des choses, c'est prendre soin des sols. Et la deuxième chose, c'est former les agriculteurs. Et les restes, les semences, tout ça. Mais là, on fait à partir du troisième. Donc moi, je voudrais que nous puissions commencer là où il fallait commencer. Très bien. C'est les sols. Très bien. Alors il faudrait donc suivre ces conseils et puis prendre notre sol au sérieux, parce que cela dépend aussi de l'avenir de notre pays. C'est donc par cette note que nous allons vous quitter, mais j'aimerais ici faire une mise au point. Nous avions reçu la semaine dernière, bien évidemment, un analyste politique qui a donné son analyse sur la SNEL, la gestion de la SNEL. Vous savez, il s'appelle Antoine Motoko. Vous savez, nous sommes un pays démocratique.
et un pays démocratique exige les débats. S'ils pensent que la SNEL n'est pas bien gérée, nous avions aussi donné les micros pour une réponse à la personne que la SNEL a envoyée, qui a réagi. C'est comme ça que les débats se passent, mais à suivre qu'il est menacé, ça, nous condamnons premièrement. Deuxièmement, il y a une grande équipe qui nous demande de remettre l'émission. Nous allons étudier avec l'équipe technique comment mettre toutes les deux parties, l'attaque et la réponse. Pourquoi pas vous mettre dans un plateau de débat pour essayer de donner la lumière aux Congolais. Dans l'entretemps, restez branchés, restez en paix. Nous allons nous voir demain. Restez scotchés sur nos antennes. Au revoir.